L'histoire des chambres de torture médiévales ne commence pas dans la pénombre d'un château ni dans les sous-sols humides d'une inquisition encore inexistante. Son origine remonte à un processus graduel, politique et juridique, qui s'est développé entre les XIe et XIIIe siècles, lorsque l'Europe traversait une profonde transformation institutionnelle. Avant qu'il n'existe des pièces exclusivement dédiées à la pratique de la douleur, la torture était un acte occasionnel, improvisé, réalisé dans des espaces ouverts ou dans des chambres non aménagées. Son acceptation sociale et institutionnelle serait une construction lente qui combinerait législation romaine, morale chrétienne et émergence de nouveaux États féodaux avec des besoins particuliers de contrôle. L'Empire romain avait laissé derrière lui une tradition juridique qui distinguait entre citoyens et non-citoyens. Les premiers ne pouvaient être torturés que dans des cas exceptionnels, les seconds, en revanche, pouvaient être interrogés sous la torture. Avec la chute de l'Empire, une grande partie de ce corpus juridique disparut, mais l'idée de la torture comme méthode pour obtenir la vérité resta présente dans la mémoire juridique européenne. Durant le Haut Moyen Âge, toutefois, la justice était principalement orale, communautaire et fondée sur les serments. Les jugements de Dieu, comme l'ordalie de l'eau ou du fer brûlant, étaient considérés comme des mécanismes légitimes pour déterminer l'innocence ou la culpabilité d'un accusé, sans recourir à des méthodes physiques systématiques. Par conséquent, pendant plusieurs siècles, la torture institutionnelle n'exista pratiquement pas. Le changement décisif intervint entre les XIIe et XIIIe siècles. L'Europe connaissait une forte expansion démographique, la renaissance des villes, et la consolidation de monarchies qui avaient besoin d'imposer leur autorité face à la noblesse féodale. L'administration de la justice devint plus complexe et donc plus écrite et réglementée. Dans ce contexte, l'étude du droit romain ressurgit, notamment dans des écoles juridiques comme Bologne qui réinterprétaient les anciens textes impériaux. Dans ces codex réapparaissait la torture comme un outil procédural valable pour obtenir des aveux lorsque les preuves n'étaient pas concluantes. Cette renaissance du droit romain ne fut pas seulement académique, elle servit de justification ancienne et prestigieuse pour introduire la torture dans les nouveaux systèmes judiciaires européens. Simultanément, l'Église joua un rôle crucial. Bien que le christianisme primitif rejetât la torture, l'Église médiévale dut faire face à la croissance de mouvements considérés comme hérétiques, tels que les cathares et les vaudois. La préservation de l'orthodoxie devint une priorité institutionnelle, et avec elle surgit l'idée que la douleur physique pouvait sauver des âmes s'écartant de la doctrine. Malgré cela, pendant des siècles, l'Église évita d'appliquer elle-même les tortures, les déléguant aux autorités laïques. Mais cette séparation devint floue avec le temps. En 1252, le pape Innocent IV publia la bulle Ad Extirpanda, un document qui marqua un tournant. Celle-ci autorisait explicitement l'usage de la torture par les inquisiteurs pour obtenir des aveux, tant qu'elle ne causait pas de mutilation ni ne mettait en danger la vie immédiate de l'accusé. La restriction était plus formelle que réelle, car dans la pratique, les limites étaient souvent ignorées. Mais l'élément fondamental était un autre. La torture, à partir de ce moment, était officiellement légitimée par l'Église. Ce soutien moral et juridique ouvrit la voie à la systématisation du supplice. Toutes les tortures médiévales ne se déroulaient pas, au début, dans des chambres formelles. Au XIIIe et XIVe siècle, de nombreux interrogatoires avec supplice étaient encore réalisés dans des salles polyvalentes de tribunaux, de châteaux ou de dépendances municipales. Cependant, à mesure que la torture acquérait un statut procédural, la nécessité d'espaces contrôlés, privés et à l'abri du regard public devint évidente. C'est là que commence à se consolider l'idée de la chambre de torture comme lieu spécialisé. Ces espaces apparurent d'abord dans des châteaux seigneuriaux, utilisés par les nobles pour interroger criminels, déserteurs, espions ou vassaux rebelles. Leur conception initiale était rudimentaire. Une pièce basse, généralement souterraine, renforcée par des murs épais et un accès limité. Mais leur objectif était clair, isoler l'accusé de tout soutien, l'intimider psychologiquement et permettre au bourreau de travailler en toute discrétion. Avec le temps, ces salles évoluèrent vers des conceptions plus élaborées, avec des crochets au mur, des anneaux incrustés dans le sol et des mécanismes facilitant l'application de certains supplices. L'espace physique devenait ainsi un outil de contrôle autant que les instruments eux-mêmes.
Le soutien du droit romain et la légitimation ecclésiastique attirèrent également les autorités urbaines. Dans les villes germaniques, italiennes et flamandes, les conseils municipaux commencèrent à aménager des salles spécifiques dans des tours de garde ou des prisons urbaines. Ces chambres se situaient fréquemment dans les parties les plus profondes des tours, où l'obscurité et l'humidité renforçaient l'effet psychologique de l'enfermement. La proximité de ces salles avec les places publiques facilitait en outre le transfert rapide du prisonnier au cas où la torture mènerait à une exécution ou à une exposition publique. Un autre facteur ayant favorisé la création de chambres spécialisées fut la professionnalisation du bourreau. Bien que sa figure soit analysée plus en détail plus tard, il est important de souligner que de nombreux bourreaux servaient des villes entières et avaient besoin d'espaces adéquats pour travailler. Cela mena à la normalisation de pièces équipées, où les instruments pouvaient être stockés, entretenus et utilisés sans interruption. Ainsi naquit l'idée d'inventaire de torture, des documents qui enregistraient les outils disponibles dans chaque ville, des chevalets au crochet, chaînes et instruments mineurs. La chambre de torture médiévale fut également un produit de la peur. En temps de crise, comme les épidémies, famines, guerres civiles ou conflits religieux, la crainte collective exigeait des réponses rapides contre ceux considérés comme responsables, sorcières, hérétiques, ennemis du roi ou simples suspects. La torture fut vue comme un moyen d'accélérer les procès, d'identifier des complices ou de réaffirmer l'autorité de l'État. Cette peur, qui traversa l'Europe pendant des siècles, contribua à transformer la chambre de torture en une institution établie dans le paysage architectural médiéval. Vers la fin du XIVe siècle, les chambres de torture étaient déjà devenues une réalité acceptée dans une grande partie de l'Europe, de l'Espagne au Saint-Empire. Chaque région développa ses variantes, des chambres plus austères en Angleterre, des salles plus mécaniquement équipées en Allemagne, des espaces plus symboliques en Italie. Mais toutes partageaient une prémisse commune, le contrôle total du corps et de la volonté de l'accusé dans un environnement soigneusement conçu pour le briser. L'Inquisition et la torture comme instrument d'aveu. L'Inquisition n'est pas apparue immédiatement comme une machinerie de torture, mais comme un corps ecclésiastique destiné à enquêter et à corriger les déviations doctrinales à une époque où l'unité religieuse était considérée comme essentielle à la stabilité sociale. Cependant, la combinaison d'un mandat sacré, de la pression politique et de l'héritage juridique du droit romain transforma ces pratiques en un système méthodique où la torture devint un pilier central du processus inquisitorial. Son usage ne se justifiait pas uniquement pour des raisons judiciaires. Il était légitimé comme un outil pour sauver l'âme du suspect, une idée qui dénaturait complètement le sens spirituel du christianisme primitif. Le point de départ du système inquisitorial fut le XIIIe siècle, lorsque l'avancée de mouvements considérés comme hérétiques, tels que les cathares dans le sud de la France ou les Vaudois dans le nord de l'Italie, défia l'autorité doctrinale de l'Église. Ne disposant pas d'une armée propre, l'Église chercha des mécanismes alternatifs pour maintenir l'orthodoxie. C'est ainsi que surgirent les inquisiteurs pontificaux, envoyés directement par Rome pour enquêter, rassembler des preuves, interroger des témoins et émettre des verdicts au nom du pape. Ces fonctionnaires étaient au-dessus des autorités locales et ne répondaient qu'au pontife, ce qui leur conférait une autonomie exceptionnelle. La bulle Ad Extirpanda de 1252, émise par Innocent IV, fut la pièce juridique qui marqua la transition de l'Inquisition comme tribunal moral à tribunal coercitif. Le document autorisait explicitement l'usage de la torture, toujours sous certaines conditions. Elle ne devait pas causer la mort du détenu, ne devait pas produire de mutilation permanente et devait être appliquée une seule fois, sauf si une nouvelle suspicion la justifiait. En pratique, les inquisiteurs interprétaient ces conditions avec souplesse. L'appliquer une seule fois pouvait être compris comme une séance prolongée divisée en plusieurs phases. Ne pas causer la mort permettait toutes sortes de tourments qui, sans tuer immédiatement, laissaient des séquelles ou entraînaient un décès ultérieur. Le cadre juridique créé par la bulle devint la porte d'entrée d'un système où la souffrance physique était considérée comme un moyen acceptable pour obtenir une vérité spirituelle. Les procès inquisitoriaux étaient minutieusement réglementés. L'interrogatoire suivait des étapes définies. On convoquait d'abord l'accusé afin qu'il confesse volontairement,
Ensuite, on présentait des preuves ou des témoignages généralement obtenus sous la contrainte. Enfin, si le suspect niait l'accusation, on l'informait qu'il existait des fondements suffisants pour envisager l'application du supplice. La simple lecture de ce protocole faisait partie de la méthode d'intimidation, car beaucoup d'accusés cédaient avant même que la torture ne commence. Cependant, la menace seule ne suffisait pas aux inquisiteurs lorsqu'ils cherchaient à identifier des réseaux de complices ou à confirmer des théories préconçues. C'est pourquoi la torture physique devint habituelle. Contrairement aux pratiques séculières, où la torture était souvent plus improvisée, les inquisiteurs développèrent une méthodologie visant à justifier chaque étape devant leurs supérieurs. Des manuels comme le Directorium Inquisitorum de Nicolas Eymerich, écrit en 1376, détaillaient quand appliquer le supplice, quelles questions poser, comment interpréter les réponses et comment différencier une confession sincère d'une obtenue sous souffrance extrême. Ces textes devinrent des guides opérationnels dans toute l'Europe et furent consultés par des inquisiteurs pendant des générations. L'un des aspects les plus sinistres du système inquisitorial était que l'accusé n'avait pas le droit de connaître les noms de ses dénonciateurs. L'identité des témoins était protégée pour éviter des représailles, ce qui facilitait les accusations fausses motivées par des conflits personnels, des disputes économiques ou des rivalités locales. De plus, la confession obtenue sous la torture ne suffisait pas à elle seule pour condamner, mais elle pouvait être utilisée comme indice principal pour obliger l'accusé à la réaffirmer lors d'un second interrogatoire sans douleur. De cette manière, la torture fonctionnait comme un raccourci juridique. Le supplice brisait la résistance initiale et la seconde confession, cette fois sans torture, était présentée comme valide devant le tribunal. Les chambres de l'Inquisition n'étaient pas toujours des souterrains ténébreux, bien que beaucoup l'aient été. Dans certains cas, les interrogatoires se déroulaient dans des pièces situées à l'intérieur de couvents ou de bâtiments administratifs aménagés à cet effet. Ces espaces étaient austères, murs épais, mobilier minimal et anneaux métalliques incrustés dans les murs et les sols. Ce qui distinguait une salle inquisitoriale n'était pas tant son architecture que son atmosphère. La présence d'un scribe pour consigner chaque phrase de l'accusé, l'odeur d'huile brûlée, le silence imposé par les inquisiteurs et l'agencement méticuleux des instruments de torture. Les tourments utilisés par l'Inquisition avaient leurs propres particularités. Contrairement à la torture militaire ou féodale qui pouvait viser un châtiment physique ou une humiliation publique, la torture inquisitoriale avait une finalité déclarée spirituelle. Cependant, cela ne la rendait pas moins brutale. Parmi les méthodes les plus courantes figurait la suspension par des cordelettes qui consistait à attacher les mains de l'accusé dans son dos et à le soulever avec une corde jusqu'à lui disloquer les épaules. On utilisait également la estrapade, une variante dans laquelle le corps était laissé retomber brusquement, provoquant de graves blessures. L'eau était un autre procédé fréquent. On obligeait l'accusé à ingérer de grandes quantités de liquide tandis qu'il était immobilisé, provoquant une sensation d'étouffement. Dans d'autres cas, on utilisait des braises, des fers brûlants ou une pression appliquée aux membres au moyen de cordes torsadées. Le supplice se pratiquait en présence d'au moins 3 autorités: l'inquisiteur, le notaire et un témoin officiel. Cette triple présence cherchait à donner une apparence de légitimité procédurale et à réduire la responsabilité individuelle. Le scribe consignait chaque cri, chaque réponse et chaque silence, car l'enregistrement écrit était considéré comme une preuve irréfutable du déroulement légal de l'acte. Paradoxalement, ces documents, rédigés pour garantir l'obéissance aux normes, sont aujourd'hui l'une des principales sources historiques permettant de reconstruire la dimension de l'horreur inquisitoriale. La durée de chaque session n'était pas strictement définie, mais elle se prolongeait généralement jusqu'à ce que l'accusé commence à dénoncer des noms, raconter de supposés pactes avec le démon ou admettre des hérésies inexistantes. Dans de nombreux cas, les inquisiteurs ne cherchèrent pas des informations réelles, mais la confirmation d'un récit préalablement construit. La torture était le pont qui transformait le soupçon en certitude. Un accusé qui résistait au supplice était considéré coupable par entêtement. Celui qui avouait était coupable par ses paroles. Celui qui mourait pendant le processus était déclaré coupable à titre posthume pour justifier la procédure. Architecture des chambres de torture. Les chambres de torture ne sont pas nées d'un design uniforme ni d'un plan directeur,
mais d'une évolution architecturale qui répondait aux besoins légaux, psychologiques et opérationnels des tribunaux médiévaux. Elles ont prospéré dans les châteaux, les prisons urbaines, les tours défensives et les bâtiments religieux, s'adaptant à chaque environnement avec un mélange de fonctionnalité et de symbolisme. Bien que la fonction principale fût de permettre l'application des tourments, l'architecture elle-même est devenue un outil d'intimidation, conçu pour briser la volonté du prisonnier avant même que le bourreau n'intervienne. Dans les châteaux féodaux, les premières chambres de torture se situaient dans des espaces préexistants. Donjons, caves, entrepôts ou pièces auxiliaires situées dans les zones inférieures du complexe. Ces zones possédaient des caractéristiques naturelles qui les rendaient aptes au supplice, absence de lumière, faible ventilation, humidité constante et isolation acoustique due aux murs épais. À mesure que la pratique se structura, ces espaces commencèrent à être modifiés délibérément. Les portes furent renforcées par des verrous doubles, des anneaux métalliques encastrés dans les murs, et sols furent ajoutés, et les couloirs menant à la chambre furent conçus avec des courbes prononcées pour éviter la fuite des sons vers les zones habitées du château. L'accès était toujours contrôlé. Une seule porte, généralement en chêne massif, marquait la frontière entre le monde quotidien et l'univers où la loi prenait forme physique. Le bruit du verrou qui coulisse, l'écho du fer frappant le cadre et l'odeur rance de l'air stagnant faisaient partie de l'expérience destinée à briser toute résistance psychologique. Parfois, seul le parcours vers la chambre suffisait pour qu'un prisonnier avoue ce dont les inquisiteurs et juges savaient tirer parti. L'emplacement souterrain avait également un but symbolique. La descente par des escaliers étroits et raides représentait une chute dans un espace où l'autorité terrestre était absolue. De nombreuses chambres étaient situées sous des tours ou des cours intérieures et dans certains châteaux, de nouvelles pièces furent même creusées, renforcées par des arcs de pierre et de petites colonnes pour résister à la pression du terrain. L'obscurité quasi totale, interrompue uniquement par des torches dont la fumée noircissait les voûtes, créait une atmosphère oppressante et lourde. Les villes médiévales développèrent également leur propre modèle. Dans les tours municipales, comme celles présentes dans de nombreuses villes allemandes, la chambre de torture se trouvait sous la salle du conseil, créant un lien visuel et symbolique entre la justice publique et le châtiment secret. À Florence, Venise ou Gênes, les prisons urbaines comprenaient des pièces de petite taille, avec des plafonds bas et des sols en pierre légèrement inclinés vers un drain central. Ce détail architectural n'était pas fortuit. Il facilitait le nettoyage après les interrogatoires et évitait l'accumulation d'eau, de sang ou de déchets qui pouvaient gêner l'usage continu de l'espace. La conception d'une chambre de torture devait équilibrer stabilité structurelle et fonctionnalité. Les murs, généralement en calcaire ou en granit, absorbaient le son et empêchaient les effondrements causés par la tension des instruments. L'humidité agissait comme un facteur réel et symbolique. Bois gonflé, fer rouillé et air malsain renforcèrent la sensation de dégradation. Bien que toutes les chambres ne fussent pas insalubres par négligence, beaucoup l'étaient par conception, car l'inconfort physique constant constituait déjà une forme de punition. Contrairement aux cellules, où l'on gardait les prisonniers pendant de longues périodes, les chambres de torture étaient conçues pour des usages brefs mais intenses. Elles comprenaient donc des espaces délimités pour les instruments volumineux, des surfaces libres pour installer des chevaux ou des roues et des zones spécifiques pour attacher le prisonnier. Il n'y avait aucun ornement ni élément superflu. Le seul mobilier présent comprenait des bancs rustiques, des tables pour poser les outils, des seaux en bois et des torches. Les instruments étaient stockés sur des supports métalliques fixés au mur. Crochets, cordes, coins, fers, menottes et chaînes pendèrent de manière ordonnée, visibles pour quiconque entrait, car leur seule présence faisait partie de la terreur psychologique recherchée. L'éclairage était minimal mais calculé. Une ou deux torches placées stratégiquement permettaient de voir les instruments clairement, projetant des ombres allongées qui déformaient leurs contours. Certains interrogatoires se déroulaient avec la lumière située derrière le bourreau, de sorte que le prisonnier ne percevait que sa silhouette sombre. Dans d'autres cas, et surtout dans les chambres associées à l'Inquisition, on utilisait des lampes à huile placées dans des niches élevées, qui produisaient un éclat irrégulier. La pénombre fonctionnait comme un outil pour désorienter, amplifier les menaces et générer une sensation de vulnérabilité extrême. L'acoustique était également un facteur fondamental.
Les plafonds voûtés et les murs épais ne servaient pas seulement à supporter le poids, mais à absorber au maximum les sons. Certaines chambres étaient conçues avec un double mur, laissant un espace intermédiaire qui fonctionnait comme chambre sourde. L'intention était claire, empêcher les cris de parvenir à l'extérieur et garantir qu'aucun étranger à l'interrogatoire ne puisse entendre ce qui se disait à l'intérieur. Dans certains bâtiments religieux et municipaux, des passages secrets reliaient la chambre au bureau ou aux salles supérieures, permettant aux juges et aux clercs d'observer ou d'écouter sans être vus. Le sol variait selon la région. Dans les zones nordiques ou alpines, prédominaient les pierres lisses qui devenaient glissantes lorsqu'elles étaient mouillées. Dans les régions méditerranéennes, les dalles étaient plus poreuses et absorbaient mieux le liquide. Dans certains châteaux allemands du XIVe siècle, de petits canaux latéraux avaient été ajoutés pour évacuer les restes de liquide avec un minimum de nettoyage, permettant à la chambre d'être rapidement prête pour la séance suivante. Une caractéristique récurrente était la présence de trappes, de conduits d'aération ou de trous dans les murs. Bien que certains remplissaient des fonctions pratiques, comme fournir de la ventilation ou permettre le passage de la fumée, beaucoup avaient un but psychologique. Une petite fenêtre en hauteur, inaccessible et laissant passer à peine un filet de lumière, rappelait aux prisonniers que le monde extérieur existait toujours, mais que la liberté était hors de portée. Les conduits d'aération, quant à eux, transportaient le son du vent ou de l'eau, créant l'illusion d'espaces lointains ou de présences invisibles. La chambre de torture n'était pas seulement un espace physique, c'était un outil de communication symbolique. Les autorités l'utilisaient pour transmettre un message clair. La loi n'était pas un concept abstrait, mais une force capable de se matérialiser dans la pierre, le fer et l'obscurité. Briser l'accusé, obtenir des informations ou confirmer une confession dépendait autant de l'espace que du bourreau. C'est pourquoi, dans de nombreuses villes, la construction ou la rénovation d'une chambre de torture était supervisée directement par les magistrats ou les inquisiteurs locaux. Le contraste entre la salle d'audience et la chambre de torture faisait partie du processus. Dans de nombreuses régions, le prisonnier était d'abord conduit devant un tribunal éclairé, où on lui parlait sur un ton solennel et où il était invité à confesser. Puis il était transféré à travers des couloirs étroits, descendant en silence jusqu'à une pièce qui symbolisait l'abandon définitif de toute protection humaine. Le message était sans équivoque. À partir de ce point, le corps de l'accusé devenait un instrument du processus judiciaire. Avec le temps, l'architecture de ces chambres influencerait directement le type de tortures appliquées, permettant à certaines méthodes psychologiques de s'intégrer dans la conception même de l'espace. Méthode psychologique de torture. La torture médiévale ne se basait pas uniquement sur des instruments physiques, ni sur la brutalité évidente de l'étirement, de la roue ou des fers brûlants. Une grande partie de son efficacité résidait dans une dimension moins visible, plus subtile et profondément dévastatrice, la torture psychologique. Avant que le bourreau ne touche même à la première corde, le prisonnier avait déjà traversé un processus d'affaiblissement mental qui transformait le supplice physique en une issue presque inévitable. Au Moyen Âge, où la superstition cohabitait avec l'autorité religieuse et où la peur était une ressource politique, les méthodes psychologiques devenaient des outils soigneusement conçus pour briser la volonté de l'accusé. Le premier élément était la menace, non pas comme un avertissement vague, mais comme un rituel méthodique. Avant de commencer tout supplice, le bourreau ou l'inquisiteur lisait aux prisonniers une liste détaillée des instruments disponibles. Ils étaient mentionnés un par un. L'étirement, les griffes de fer, les cordes pour la suspension, le coin pour écraser les articulations, les fers rouges. Chaque mot était prononcé calmement, comme s'il s'agissait d'inventorier du matériel technique. Ce ton neutre produisait un effet dévastateur. Le prisonnier comprenait que sa souffrance était une procédure routinière, acceptée, normalisée. Il ne s'agissait pas d'un acte de colère ou de vengeance, mais d'une opération institutionnelle. Et cette froideur, plus que la menace elle-même, affaiblissait sa résistance émotionnelle. L'exposition visuelle des instruments était tout aussi efficace. Dans de nombreuses chambres de torture, les artefacts étaient suspendus au mur à la vue de l'accusé dès le premier instant. Entrer dans la pièce signifiait se confronter à une collection d'objets dont le but était clair. Les formes pointues, les cordes usées,
Les engrenages rouillés et les taches que le prisonnier imaginait comme du sang ou des restes d'autres détenus construisaient une narration silencieuse. Chaque instrument racontait une histoire et, bien que la plupart des accusés ne connaissaient pas les détails de leur fonctionnement, l'imagination complétait les vides avec des images plus effrayantes que la réalité. L'isolement était un autre élément fondamental. Dans de nombreux châteaux, le prisonnier attendait son interrogatoire dans des cellules isolées, sans contact humain, sauf avec les gardes qui parlaient rarement. Les murs froids, l'obscurité, la sensation d'être enterré sous des tonnes de pierres contribuaient à la perte progressive du sens du temps. Jours et nuits se confondaient, et cette désorientation minait la résistance psychologique. Dans des cellules spécialement conçues, la nourriture arrivait sans préavis, parfois froide, parfois retardée. Rien n'était constant. L'incertitude faisait partie du processus. Il s'agissait de générer un état mental où le prisonnier ne pouvait plus distinguer la réalité de la menace. Dans les cas particulièrement graves, les inquisiteurs et bourreaux employaient la privation sensorielle. Certaines cellules étaient si étroites que le prisonnier ne pouvait ni s'allonger ni se tenir debout confortablement. Dans d'autres, on empêchait le détenu de dormir par des bruits irréguliers, des coups sur les murs ou des changements brusques de température. Le froid et la chaleur soudains, provoqués en déplaçant des torches ou en fermant des conduits d'air, créaient une atmosphère étouffante. Cette privation s'intensifiait dans les chambres où la seule lumière provenait d'une lampe placée derrière le bourreau, de sorte que le prisonnier ne pouvait voir que des ombres. L'esprit, incapable d'obtenir des repères visuels clairs, commençait à se remplir de peurs imaginées. La manipulation émotionnelle se réalisait par des interrogatoires préalables où les inquisiteurs suggéraient que d'autres accusés avaient déjà confessé. Même si c'était faux, les prisonniers faisaient face à l'idée que leurs supposés complices les avaient dénoncés. Cela était renforcé par des rumeurs que les gardes laissaient tomber délibérément en passant. « L'autre a déjà parlé. Tu es le seul qui manque. Nous savons ce que tu as fait. » Dans un environnement où le silence était absolu, ces phrases avaient un effet amplifié. L'accusé se convainquait que la résistance était inutile, que la vérité, réelle ou inventée, était déjà entre les mains des inquisiteurs et que son supplice serait pire s'il continuait à refuser de confesser. L'un des méthodes psychologiques les plus raffinées consistait en les confessions fausses comme outil de pression. Le scribe rédigeait des déclarations supposément signées par d'autres prisonniers dans lesquelles l'accusé était directement impliqué. Bien que le détenu sache qu'il n'avait pas commis ce qui lui était attribué, le poids du document scellé et paraphé par l'autorité religieuse ou municipale le faisait croire que rien de ce qu'il dirait ne pourrait inverser son destin. Se sentir pris au piège par un système qui semblait avoir décidé de sa culpabilité d'avance favorisait la soumission. À cet ensemble de tactiques s'ajoutait l'attente prolongée. Beaucoup de prisonniers n'étaient pas torturés immédiatement après leur arrestation. À la place, ils passaient des semaines dans un silence absolu, imaginant ce qui leur arriverait. Cette attente était une punition mentale conçue pour épuiser, pour obliger le prisonnier à revoir ses actes, craindre pour son avenir et construire des scénarios de tourments de plus en plus grotesques. Lorsqu'enfin ils étaient conduits dans la chambre, leur résistance émotionnelle était déjà érodée. Les bourreaux utilisaient aussi la présence de témoins silencieux. Parfois, d'autres prisonniers condamnés à mort étaient obligés d'observer une partie de l'interrogatoire. Leurs visages émaciés, leur corps marqué par des blessures ou leur respiration fatiguée servaient d'avertissement vivant. D'autres fois, l'accusé était conduit dans une pièce voisine où il pouvait entendre des cris, réels ou faux, de quelqu'un supposément torturé. Ces cris, combinés à l'obscurité et à l'incertitude, érodaient la dernière barrière de résistance mentale. Dans certains tribunaux, une méthode plus subtile était utilisée, la fausse bienveillance. Les inquisiteurs alternèrent menaces extrêmes et gestes aimables, un verre d'eau, un manteau sur les épaules de l'accusé, une phrase de compassion répétée. Le prisonnier, pris entre la dureté du bourreau et le réconfort apparent de l'inquisiteur, commençait à voir en ce dernier une figure presque paternelle, quelqu'un qui pouvait le sauver s'il coopérait. Cette manipulation émotionnelle était particulièrement efficace sur les jeunes, les personnes âgées ou profondément religieuses. La nudité publique dans la chambre était une autre stratégie psychologique. Bien que beaucoup de tortures ne nécessitaient pas de dépouiller complètement le prisonnier, les bourreaux le faisaient quand même.
car la vulnérabilité physique augmentait le sentiment d'impuissance. Dans les sociétés médiévales où la pudeur était rigoureuse, la nudité transformait chaque mouvement, chaque regard, en un acte d'humiliation involontaire. Le prisonnier ne craignait plus seulement pour son corps, mais aussi pour sa dignité, son honneur et le regard des autres sur lui. Instruments classiques de torture médiévale. Les instruments de torture médiévaux ne sont pas apparus de l'imagination soudaine de bourreaux isolés, mais d'une tradition qui combinait savoir-faire artisanal, besoins judiciaires et expérience militaire. Chaque outil avait un objectif spécifique, un effet calculé sur le corps humain et une fonction symbolique visant à transmettre l'autorité. À une époque où la souffrance était considérée comme un reflet du péché et le châtiment comme un mécanisme de purification morale, ces instruments sont devenus l'arsenal sombre qui définissait la justice médiévale. Le chevalet, peut-être le plus emblématique, consistait en une structure en bois équipée de rouleaux et de cordes. Le prisonnier était attaché par les mains et les pieds, et les bourreaux tournaient lentement les manivelles pour tendre les extrémités. Dans sa forme la plus simple, le chevalet étirait les muscles et les articulations jusqu'à provoquer une douleur extrême. Dans ses variantes les plus avancées, il pouvait aller jusqu'à déboîter épaules, coudes, genoux et hanches. La torture ne dépendait pas tant de la force appliquée que du contrôle. Les bourreaux étaient entraînés à augmenter la tension millimètre par millimètre, observant comment le corps résistait, comment les muscles tremblaient et comment le prisonnier commençait à avouer même avant d'atteindre la limite physique. Le craquement du bois sous tension et le claquement des cordes faisaient partie du rituel de la douleur. La roue était un instrument plus associé aux exécutions qu'aux interrogatoires, mais dans plusieurs territoires européens, elle a également été utilisée pour des tortures préalables. Il s'agissait d'une grande roue de char renforcée. Le prisonnier était attaché bras et jambes étendus et, par des coups de barres ou de masse, ses os étaient systématiquement brisés. Lorsque la roue était utilisée comme tourment préalable, le bourreau ajustait la force pour éviter la mort immédiate. Dans certaines régions, la roue était placée en position verticale pour exposer le prisonnier à la communauté. Dans d'autres, elle restait horizontale, où le condamné pouvait rester pendant des heures ou des jours, incapable de bouger, contemplant la détérioration progressive de son propre corps. Les griffes de fer, aussi appelées crochets, étaient des outils conçus pour déchirer la peau et les muscles. Elles étaient utilisées principalement dans les cas d'hérésie, de trahison ou de meurtre aggravé. Le bourreau chauffait les crochets dans des braseros jusqu'à ce que le métal devienne rougeoyant, puis il les appliquait sur les extrémités ou le torse du prisonnier. Leur effet était double, brûlure immédiate et déchirement profond. Dans certains interrogatoires, les crochets n'étaient pas chauffés, mais utilisés pour arracher des morceaux de peau ou pour forcer le prisonnier à maintenir une posture impossible sans provoquer de déchirure. Leur usage visait rarement à obtenir des informations, c'était une méthode destinée à briser la résistance par la douleur viscérale. Un des instruments les plus sinistres, entouré de légendes et de mythes, était la Vierge de fer. Bien que son existence au Moyen-Âge soit débattue par certains historiens, sa présence dans les registres tardifs médiévaux et Renaissance indique que des variantes primitives existaient. La Vierge était un sarcophage métallique en forme de figure féminine, équipé à l'intérieur de pointes acérées. Le prisonnier était introduit debout, et la porte se fermait lentement pour que les pointes perforent le corps sans atteindre les organes vitaux. L'intention n'était pas de tuer, mais de maintenir le prisonnier immobilisé dans un état d'agonie prolongée. L'enfermement dans un espace sombre, étroit et perforé de multiples blessures transformait cet instrument en une combinaison de tortures physiques et psychologiques. Le supplice de l'eau était plus ingénieux que les méthodes impliquant le feu ou le fer. L'une des procédures les plus courantes consistait à forcer le prisonnier à boire d'énormes quantités d'eau tout en étant immobilisé, provoquant une sensation de noyade, une inflammation abdominale et un risque de rupture interne. Dans d'autres variantes, le prisonnier était placé sur le dos et de l'eau lui était versée lentement sur le visage, obstruant la respiration. Dans des chambres froides ou humides, cette technique était accentuée par des courants d'air glacés, générant des spasmes musculaires et un épuisement extrême. L'eau, élément quotidien et apparemment inoffensif, prenait dans la chambre de torture un caractère terrifiant. Un autre instrument récurrent était la poire de l'angoisse, un dispositif métallique composé de segments pouvant s'expandre.
Bien que la propagande ultérieure ait exagéré certains de ces usages, il existait des variantes authentiques utilisées dans la bouche, les oreilles ou, dans des cas spécifiques, liées à des délits sexuels ou des blasphèmes dans des cavités corporelles. L'expansion lente provoquait une douleur intense et des lésions internes difficiles à traiter. Ce n'était pas un instrument de confession, mais de punition pour ceux considérés comme offensants moralement. Le berceau de Judas représentait le raffinement du tourment combiné à l'humiliation. C'était un dispositif en forme de pyramide tronquée, sur la pointe duquel le prisonnier était forcé de descendre lentement, généralement nu. La pression du poids corporel sur le sommet causait des déchirures progressives, mais le véritable objectif était l'épuisement mental. Rester immobile pour éviter que le corps ne tombe complètement, sachant que tout mouvement augmenterait la douleur. Cet équilibre impossible transformait le tourment en une lutte interne entre l'instinct de conserver sa dignité et la réalité de la souffrance. Les chaussures de fer étaient utilisées pour écraser lentement les pieds du prisonnier. C'était une sorte de botte métallique rigide qui s'ajustait autour des pieds et était chauffée sur des braseros ou frappée avec des marteaux pour fracturer les os. Leur fonction était double, punir et limiter la capacité du prisonnier à fuir ou résister lors de futures séances. La douleur aux pieds, une zone extrêmement sensible et clé pour se déplacer, affaiblissait rapidement physiquement et mentalement. Les vis de compression, quant à elles, étaient des mécanismes qui appliquaient une pression contrôlée sur le crâne, les doigts, les genoux ou les coudes. La compression lente et uniforme causait des fractures nettes et une douleur qui augmentait à chaque tour de vis. Les interrogateurs préféraient cette méthode lorsqu'ils avaient besoin de maintenir le prisonnier conscient et apte à répondre à des questions prolongées. Le crâne, lorsqu'il était comprimé avec des dispositifs spéciaux, produisait des sons que les bourreaux connaissaient bien. Des craquements qui avertissaient que la pression atteignait la limite sécuritaire. La scie était l'une des méthodes les plus redoutées, bien qu'elle ne soit pas toujours utilisée comme moyen d'interrogatoire, mais comme exécution exemplaire. Le prisonnier était suspendu tête en bas, ce qui faisait que le sang s'accumulait dans la tête, le maintenant conscient plus longtemps. La scie, maniée par deux bourreaux, descendait lentement de l'entrejambe vers le torse. Bien que son usage fût extrême, sa mention constante lors des interrogatoires servait de menace psychologique à impact immédiat. Torture sexuelle et humiliation publique. La torture sexuelle et l'humiliation publique ont été deux des facettes les plus perturbantes de la répression médiévale, et bien qu'elles restent souvent cachées sous l'ombre d'instruments célèbres tels que les tire-pieds ou la roue, elles constituaient un élément essentiel de la violence institutionnelle. Ces pratiques ne visaient pas seulement à causer une douleur physique, mais à détruire complètement la dignité, l'honneur et l'identité du prisonnier. Dans une société profondément marquée par des règles strictes de pudeur, de réputation et de hiérarchie, ces formes de tourment sont devenues des outils redoutables tant par ce qu'elles faisaient que par ce qu'elles représentaient. La torture sexuelle n'est pas apparue spontanément. Elle était le résultat d'un système qui considérait le corps comme un espace de contrôle moral. Au Moyen Âge, la nudité n'était pas simplement un état physique, mais une condition associée au péché, à la honte et à la perte de statut. Obliger un prisonnier à se dénuder avant un interrogatoire constituait déjà une forme de soumission. Dans les tribunaux civils, mais surtout inquisitoriaux, la nudité était appliquée avec une précision rituelle. Le prisonnier était exposé devant des hommes d'autorité, tels que juges, scribes ou bourreaux, dont le regard servait d'arme psychologique. Cette perte de contrôle de son propre corps précédait toute punition physique. L'un des moyens systématiques d'humiliation était le rasage forcé, qui pouvait inclure l'élimination des cheveux, des sourcils et des poils corporels. Les cheveux avaient une valeur symbolique profonde. Ils représentaient l'identité, la force et, dans le cas des femmes, la vertu et la pureté. En les coupant, les bourreaux dépouillaient le prisonnier de tout signe visible de son identité sociale. Dans certains cas, notamment dans les accusations d'adultère, de sorcellerie ou d'hérésie, le rasage était effectué publiquement pour augmenter la honte. Le marquage corporel avait également une composante sexuelle et symbolique. Bien que de nombreux peuples aient utilisé la marque au fer rouge pour signaler les criminels, au Moyen Âge, cette pratique était appliquée de manière particulièrement dégradante. Selon l'accusation, la marque pouvait être placée sur le visage, la poitrine ou le pubis. L'objectif était de transformer le corps du prisonnier en un document vivant du crime,
visible par tous et perpétuelle. La honte associée à ces marques était si profonde que beaucoup préférèrent la mort plutôt que de les porter. Lors des interrogatoires les plus sévères, notamment ceux liés à des crimes sexuels, adultère ou sorcellerie, on utilisait des instruments conçus pour attaquer des zones vulnérables du corps. Parmi eux, la poire d'angoisse, mentionnée précédemment, avait des usages qui dépassaient la douleur physique. Placée dans les cavités du corps féminin ou masculin, elle s'étendait lentement, provoquant des dommages internes tout en générant une sensation insupportable d'invasion et de viol symbolique. Bien qu'elle ne soit pas toujours utilisée à son maximum de capacité destructive, car les inquisiteurs évitaient de tuer l'accusé avant d'obtenir des confessions, sa seule présence engendrait une terreur psychologique capable de plier les volontés. Un autre moyen récurrent était l'exposition publique sexualisée. Sur les places et dans les marchés, les prisonniers étaient obligés de rester nus ou à moitié nus, tout en recevant des insultes, des coups ou des crachats de la foule. Ce type de punition servait à plusieurs fins: punir moralement l'accusé, rétablir l'ordre social et envoyer un message à la communauté sur ce qui se passait lorsque les normes étaient défiées. L'humiliation publique était particulièrement redoutée car la mémoire sociale pouvait perdurer pendant des années, voire des décennies. Les femmes, en particulier, subissaient des punitions visant à renforcer l'autorité patriarcale. En cas d'adultère, elles étaient obligées de marcher nues ou avec des vêtements déchirés dans les rues, tandis que des cloches annoncèrent leur passage. Dans certaines régions, elles devaient s'asseoir sur le banc de l'eau, un banc placé au-dessus d'un étang ou d'une rivière depuis lequel elles pouvaient être immergées à plusieurs reprises. Bien que la procédure appartienne au soi-disant « procès de l'eau », elle était également utilisée comme humiliation sexuelle. Les vêtements mouillés adhéraient au corps, l'exposant encore davantage au mépris public. D'autres instruments étaient conçus pour punir les soi-disant vices féminins. Le silencieux de sorcière, par exemple, était une sorte de bâillon métallique à pointe qui était introduit dans la bouche et fixé autour de la tête. Bien que son objectif officiel fût d'empêcher les accusés de parler pendant leur exhibition publique, dans la pratique, il fonctionnait comme un instrument de terreur, déformant le visage et cassant dents ou langue. L'humiliation était double, physique et sociale. Les hommes n'échappaient pas non plus à ces pratiques. Les accusés de trahison, de sodomie ou de blasphème pouvaient être soumis à des tourments visant à détruire leur masculinité symbolique. Parmi eux, on trouvait les coups portés aux organes génitaux, l'exposition du corps nu devant les autorités municipales ou l'utilisation d'instruments de compression sur les zones intimes. Dans certaines villes italiennes, les accusés étaient obligés de défiler avec des symboles phalliques grotesques, destinés à ridiculiser leur virilité devant la communauté. L'une des punitions publiques les plus répandues était le pilori, une plateforme où le prisonnier était exposé devant la foule. Bien qu'en apparence ce fût une punition mineure, son usage pouvait donner lieu à des situations brutales. Le prisonnier, immobilisé, était la cible d'objets, de nourriture pourrie, de pierres ou même d'attaques physiques. Les femmes exposées au pilori subissaient en outre des agressions sexuelles tolérées par les autorités comme faisant partie de la punition. L'humiliation publique servait de rappel visible du pouvoir politique et ecclésiastique. La torture sexuelle était également appliquée lors d'interrogatoires privés. Dans les chambres de torture, les bourreaux utilisaient des méthodes indirectes, comme l'application de braises chaudes sur des zones sensibles du corps ou l'utilisation de cordes tendues autour des seins, des doigts ou des organes génitaux. L'objectif n'était pas le dommage extrême, mais le contrôle absolu. La honte poussait de nombreuses victimes à avouer pour mettre fin au supplice, indépendamment de la véracité de leurs paroles. Bien que la torture sexuelle et l'humiliation publique fassent partie des procédures judiciaires, leur véritable fonction était de réaffirmer les hiérarchies sociales. Les autorités ne punissaient pas simplement le prétendu crime, elles punissaient le défi à l'ordre établi. Un accusé nu devant toute la communauté était un symbole de la défaite morale de l'individu face au pouvoir. La violence sexuelle n'était ni un excès ni un accident, mais un composant structurel du système de contrôle médiéval. Le rôle du bourreau et les maîtres de torture. Le bourreau médiéval était une figure ambiguë, à la fois redoutée et nécessaire, située à la frontière entre l'humain et le monstrueux, entre le légal et le sacrilège. Sa profession était indispensable au fonctionnement du système judiciaire, mais en même temps,
elle était considérée comme moralement contaminée. À une époque où la torture était institutionnalisée et où l'exécution publique faisait partie de l'ordre social, le bourreau incarnait la violence officielle, celle qui agissait au nom du roi, de la ville ou de l'Église. Sa présence était aussi inévitable que perturbante. Le chemin pour devenir bourreau commençait rarement par choix. Beaucoup héritaient de la profession de leurs parents, car le métier était associé à des lignées spécifiques qui se transmettaient de génération en génération. Dans d'autres cas, le bourreau était un criminel condamné qui recevait une chance de sauver sa vie en échange de servir la justice. Cette deuxième modalité générait une contradiction morale évidente. Ceux qui avaient enfreint la loi pouvaient y finir par l'appliquer brutalement sur d'autres. Cependant, la convenance du système était claire. On obtenait un spécialiste capable de supporter le stigmate social. La formation d'un bourreau n'était pas improvisée. Il apprenait auprès d'un maître, connu dans certaines régions comme maître de torture, qui lui enseignait non seulement à manier les instruments, mais aussi à calibrer la douleur. La précision était fondamentale. Un bourreau devait savoir quelle tension appliquer au chevalet pour ne pas provoquer la mort prématurée du prisonnier. Quelle pression exercer avec les tours de compression sans détruire l'articulation? Combien chauffer les fers pour éviter des infections rapides qui empêcheraient de prolonger l'interrogatoire? Ce savoir technique, transmis oralement, était un art obscur fondé sur l'anatomie empirique, l'expérience accumulée et une intuition développée au fil des années. Le maître de torture enseignait également la dimension psychologique du métier. Un bourreau n'était pas simplement un exécutant, il était un acteur méthodique. Il apprenait à rester impassible, sans montrer de compassion ni d'enthousiasme, car toute émotion pouvait affaiblir l'effet rituel du châtiment. Sa présence devait être aussi froide que le fer qu'il manipulait. Beaucoup de prisonniers avouaient avant le premier coup, dominés par l'aura intimidante du bourreau, sa posture silencieuse et la précision avec laquelle il préparait chaque instrument. Le maître instruisait l'apprenti dans cet art du silence, dans la capacité à générer la peur sans prononcer un mot. À un niveau social, le bourreau habitait une paradoxale. Il était indispensable mais marginalisé. Les lois de nombreuses villes lui interdisaient de vivre à l'intérieur de l'enceinte urbaine, l'obligeant à résider en périphérie, dans des quartiers spécifiques appelés « quartiers du bourreau ». Il ne pouvait pas non plus faire partie de corporations ni se marier librement. Les familles refusaient tout lien avec quelqu'un qui manipulait des corps, répandait du sang et coupait des membres dans le cadre de son travail. Même les prêtres hésitaient à lui donner l'absolution, de peur d'être contaminés spirituellement. Cette marginalité s'étendait à sa famille. Les enfants du bourreau héritaient automatiquement du stigmate social et, dans de nombreux cas, aussi de la profession, car personne ne voulait se marier avec eux. La société médiévale plaçait le bourreau dans la couche la plus basse de la hiérarchie sociale, aux côtés des lépreux, des fossoyeurs et des travailleurs du cuir. Cependant, paradoxalement, il recevait également des salaires élevés, des privilèges fiscaux et, dans certaines régions, l'accès au butin ou aux biens confisqués. L'État payait bien parce qu'il savait que personne n'accepterait la fonction sans compensation. Le travail du bourreau ne se limitait pas à la torture. Il devait également s'occuper des exécutions publiques, des mutilations judiciaires, des châtiments corporels, des flagellations, de l'application du fer rouge et des exhibitions de cadavres. Lors d'événements solennels comme l'exécution d'un traître, son rôle était central. La foule attendait non seulement la mort du condamné, mais un spectacle qui réaffirmait l'autorité du souverain. Le bourreau devait agir avec une précision chirurgicale. Une seule erreur, comme une décapitation ratée, pouvait déclencher la colère du public ou le discrédit du tribunal. Dans les chambres de torture, le bourreau agissait comme une extension du juge ou de l'inquisiteur. Il recevait des instructions claires. Quand commencer, quand s'arrêter, quel instrument utiliser et quel rythme suivre. Dans les tribunaux laïques, le bourreau avait une certaine liberté pour choisir les méthodes selon la condition physique du prisonnier. Dans les tribunaux inquisitoriaux, en revanche, il devait suivre strictement le protocole établi par les manuels ecclésiastiques. Dans les deux cas, c'était le bourreau qui rendait la loi tangible. Les maîtres de torture développaient des techniques sophistiquées pour prolonger la souffrance sans provoquer la mort. Ils utilisaient des onguents pour éviter les infections rapides,
de l'eau pour ranimer les prisonniers évanouis et des manœuvres spécifiques pour luxer les articulations sans casser les os. Les connaissances anatomiques empiriques qu'il possédait étaient étonnamment détaillées. Il savait quel nerf presser pour provoquer une douleur localisée, quel muscle se déchirait en premier sous tension et quelle résistance un corps pouvait offrir avant de se rompre. Ce savoir n'était pas consigné par écrit car la transmission était entièrement orale et faisait partie du secret professionnel. Malgré leur réputation redoutable, de nombreux bourreaux agissaient avec un sens pragmatique du devoir. Ils ne prenaient pas plaisir à la souffrance, du moins la plupart, mais voyaient leur métier comme un mécanisme d'ordre social. Pour eux, la torture n'était pas un acte personnel, mais un outil au service de lois qu'ils n'avaient pas écrites. L'obéissance était absolue. L'ordre du tribunal était indiscutable. Dépasser les limites établies pouvait signifier une enquête contre le bourreau lui-même, surtout si le prisonnier mourait avant de confesser. Cependant, il existait aussi des bourreaux cruels, dont le sadisme était connu dans toute la région. Certains devenaient légendaires, des hommes qui semblaient jouir du pouvoir qu'ils exerçaient sur des corps sans défense, capables de prolonger une séance pendant des heures sans montrer le moindre signe de fatigue. La frontière entre métier et plaisir personnel était difficile à distinguer dans certains cas, et les juges toléraient ces comportements tant qu'ils produisaient des résultats. Dans d'autres cas, ces bourreaux devaient être remplacés en raison du risque de scandale ou de provoquer des morts non désirées qui compliqueraient les procédures légales. Les archives historiques montrent que de nombreux bourreaux ont formé de petites dynasties qui se sont étendues sur des siècles. Dans les villes allemandes, françaises et italiennes, il existe des exemples documentés de familles entières dédiées à ce métier, transmettant leurs connaissances de génération en génération. Ces lignées étaient si stables que certains tribunaux préféraient engager le fils du bourreau plutôt que de chercher un étranger, par confiance dans la formation reçue. Salles de torture dans les châteaux, tours et prisons urbaines. Les chambres de torture médiévales n'étaient pas des espaces homogènes. Chacune répondait à un contexte politique, militaire ou religieux différent, et son architecture reflétait non seulement les besoins des bourreaux, mais aussi le type d'autorité qui la contrôlait. Ainsi, les chambres dans les châteaux féodaux différaient de celles utilisées par les armées en campagne, et les deux contrastent profondément avec les salles de torture dans les prisons urbaines ou les dépendances inquisitoriales. Chaque environnement apportait une nuance particulière à l'usage de la douleur comme instrument judiciaire. Certaines privilégiaient l'isolement total, d'autres l'exposition symbolique et d'autres la rapidité opérationnelle. Cependant, toutes partageaient une même logique: transformer l'espace physique en un instrument supplémentaire de torture. Dans les châteaux féodaux, la chambre de torture faisait partie de l'ensemble défensif. Située presque toujours aux niveaux inférieurs, près des entrepôts ou des passages souterrains, elle profitait de la robustesse des murs pour garantir l'isolation acoustique. Ces chambres étaient sombres, humides et étroites parce qu'au départ, elles n'avaient pas été conçues pour cette fonction. Elles ont seulement été adaptées plus tard. Les seigneurs féodaux utilisaient ces espaces pour punir les prisonniers de guerre, les paysans rebelles ou les criminels capturés sur leurs terres. La torture féodale avait un caractère marqué de punition et d'exemplarité. Elle servait à affirmer le pouvoir du seigneur et à rappeler que son autorité ne pouvait être défiée. Dans certains châteaux, notamment dans les régions allemandes, des chambres plus sophistiquées furent construites, équipées d'anneaux encastrés dans les murs, de poulies fixées au plafond et de surfaces larges pour installer des étaux ou de petites roues. Ces pièces, parfois appelées Folterkammer, sont devenues des espaces où la violence agissait comme une extension directe du pouvoir seigneurial. Il n'était pas nécessaire d'avoir des protocoles détaillés ni des registres stricts comme dans l'Inquisition. Le seigneur était juge, autorité militaire et propriétaire du château. Sa parole suffisait à légitimer l'application du supplice. Dans les contextes de guerre, les chambres des châteaux prenaient un caractère plus militaire. Les espions capturés, les déserteurs suspects ou les ennemis possédant des informations stratégiques étaient amenés dans ces espaces pour être interrogés immédiatement. L'urgence en temps de conflit faisait que les tortures étaient plus directes et moins ritualisées. Cordes, braises, coups contrôlés et privation de sommeil étaient des méthodes utilisées pour obtenir rapidement des informations.
L'architecture souterraine permettait que les prisonniers soient isolés du reste du château, évitant rébellion ou sauvetage. Les tours médiévales, quant à elles, offraient un modèle différent. Dans de nombreuses villes européennes, la tour du Hommage, la tour du Conseil ou les tours de l'enceinte fortifiée fonctionnaient simultanément comme prison et centre judiciaire. Contrairement au château, les tours se situaient à proximité de l'activité urbaine, en contact avec l'agitation de la vie quotidienne. Les chambres de torture dans ces bâtiments se trouvaient généralement à des niveaux intermédiaires ou souterrains avec des accès étroits et des portes renforcées. Leur conception n'était pas improvisée. La tour urbaine était un symbole de l'ordre municipal et le tourment faisait partie de cette représentation. Dans ces chambres, on appliquait la torture procédurale destinée à obtenir des aveux dans un cadre juridique réglementé. On ne cherchait pas un châtiment immédiat, mais des informations précises sur des crimes courants tels que vol, meurtre, conspiration ou fraude. L'espace était plus propre et fonctionnel que dans les châteaux. Les outils étaient conservés dans des armoires fermées, les étaux étaient démontables et les notaires disposaient d'une table pour enregistrer chaque réponse. Cet ordre visait à légitimer la torture comme partie formelle du processus judiciaire, la différenciant du châtiment féodal, plus arbitraire. Les prisons urbaines, notamment dans les villes italiennes, flamandes et germaniques, ont développé un modèle hybride. Dans des lieux comme Florence, Venise ou Nuremberg, les prisons municipales comprenaient des chambres exclusivement dédiées au tourment. Certaines étaient reliées aux locaux des juges ou magistrats par des couloirs secrets, de sorte que les autorités pouvaient superviser les interrogatoires sans être vus. Les prisonniers étaient transportés de leurs cellules à la chambre par des couloirs sombres, où la seule marche devait susciter la peur. Ces chambres étaient équipées de systèmes hydrauliques rudimentaires, de supports métalliques et d'espaces pour suspendre des lampes à huile produisant une fumée dense. La torture urbaine fonctionnait comme un mécanisme de maintien de l'ordre civique, un outil pour assurer la sécurité dans des villes surpeuplées où la criminalité pouvait facilement déborder. Cependant, sous l'Inquisition, les chambres acquéraient une signification complètement différente. Elles n'étaient pas de simples pièces fonctionnelles, c'étaient des espaces rituels. Les chambres inquisitoriales cherchaient à refléter la solennité du pouvoir spirituel. Beaucoup se trouvaient dans des couvents, monastères ou bâtiments administratifs proches des églises. Le prisonnier descendait du monde éclairé de la foi vers une chambre austère, presque monastique, où les instruments étaient disposés avec une précision cérémonielle. L'éclairage était faible, le silence absolu et l'atmosphère imprégnée du caractère moral de l'acte. Pour les inquisiteurs, la torture n'était pas une punition mais un outil pour ramener l'accusé à la vérité. Bien que physiquement simples, ces chambres étaient des scènes psychologiques. Les murs blancs ou nus, les instruments alignés, la présence du scribe prenant note, la posture solennelle de l'inquisiteur, tout était conçu pour induire l'obéissance. Contrairement aux châteaux féodaux ou aux prisons civiles, où la violence était évidente, l'Inquisition enveloppait le tourment d'une couche de justification spirituelle qui rendait le processus encore plus terrifiant. Le prisonnier ne faisait pas face seulement au bourreau, il faisait face à l'autorité divine interprétée par des hommes. Les différences entre les chambres se reflétaient également dans le type de châtiment. Dans les châteaux dominait l'usage de l'étau, du feu et des coups. Dans les tours urbaines, des instruments de précision comme les vis de compression. Sous l'Inquisition, des méthodes permettant de contrôler la limite entre douleur extrême et mort, comme la suspension par corde ou le tourment de l'eau. Ces nuances n'étaient pas fortuites. Chaque institution façonnait la douleur selon ses objectifs. Les chambres portables, précurseurs des instruments de campagne, apparaissaient également occasionnellement dans les châteaux et villes. C'étaient des espaces improvisés pour des interrogatoires rapides, tentes renforcées, salles dans des étables ou caves temporairement adaptées. Bien que rudimentaires, elles jouaient un rôle crucial dans des contextes d'urgence. Avec le temps, ces espaces évolueraient vers les instruments mobiles utilisés lors de campagnes militaires ou de déplacements inquisitoriaux. Casse historique documentée de tortures extrêmes. L'histoire médiévale est remplie de rumeurs, de légendes et d'exagérations entourant la torture. Cependant, au milieu de cette brume narrative, il existe des cas réels, documentés dans des actes judiciaires, des registres inquisitoriaux et des chroniques urbaines qui permettent de reconstruire des épisodes de cruauté extrême.
Ces cas ne sont pas de simples anecdotes isolées, ils révèlent la logique institutionnelle qui justifiait chaque supplice et montrent comment la justice médiévale pouvait se transformer en un mécanisme implacable où la vérité était subordonnée à la douleur. L'un des épisodes les plus cités est celui de Pierre de la Brosse, conseiller du roi Philippe III de France. Bien que la torture appliquée aux nobles fût moins fréquente en raison de leur statut social, elle était employée lors d'interrogatoires prolongés quand une accusation avait des implications politiques. En 1278, Pierre fut accusé de conspirer contre la couronne. Les chroniques décrivent comment, avant d'être exécuté, il fut soumis à des interrogatoires incluant suspension par les poignets et compression des articulations. Bien qu'il n'existe pas de détails techniques complets, les registres s'accordent à dire que la torture avait un caractère préventif. Il s'agissait de garantir une confession justifiant le châtiment devant la noblesse. Pierre mourut sans révéler d'informations compromettantes, mais son cas montra que même ceux qui entourèrent le roi pouvaient tomber sous le supplice si le climat politique l'exigeait. Un exemple plus détaillé et terrible est celui de Marguerite Porrette, mystique française accusée d'hérésie pour son œuvre « Le miroir des âmes simples ». En 1308, elle fut arrêtée sous suspicion de diffuser des idées spirituelles considérées comme dangereuses. Sa résistance à déclarer la conduisit à affronter des méthodes inquisitoriales documentées, privations sensorielles, isolement prolongé et cycles intermittents d'interrogatoire. Bien qu'il n'existe pas de preuves de tortures physiques intenses, car les femmes accusées de mysticisme étaient souvent soumises à des tourments psychologiques plutôt que corporels, son cas démontre comment l'absence de douleur physique n'excluait pas une violence institutionnelle dévastatrice. Après des mois de pression, elle fut brûlée à Paris sans avoir confessé, un exemple clair de sentence basée sur l'autorité plutôt que sur les preuves. Un autre cas emblématique s'est produit en 1405, lorsque les autorités de Nuremberg ont interrogé Hans von Burghausen, accusé de meurtre. Les archives municipales conservent une description étonnamment technique des tourments appliqués. Il est mentionné l'utilisation de la gamba, une variante locale de l'étireur où le prisonnier était étiré tandis qu'une barre métallique pressait son dos. Hans a enduré plusieurs séances pendant 3 jours, après quoi il a confessé non seulement le meurtre dont il était accusé, mais aussi d'autres crimes qui n'ont jamais pu être prouvés. Avant de mourir, il a rétracté sa confession, admettant qu'il avait dit ce qu'il fallait pour arrêter la douleur. Ce document est devenu, des siècles plus tard, une preuve des limites de la confession sous la torture. Un cas particulièrement cruel appartient au procès de sorcellerie, la torture d'Anna Goldy en 1782, l'un des derniers procès pour sorcellerie en Europe. Bien que cela dépasse strictement le Moyen-Âge, sa procédure est un héritage direct de la méthode médiévale. Accusée d'avoir ensorcelé une fillette, Anna a été soumise à des presses de poids, où des pierres lourdes étaient placées sur ses jambes et ses bras pendant des heures. Il est également documenté l'utilisation de la goutte, une méthode où de l'eau froide tombait à plusieurs reprises sur le front de l'accusé, provoquant douleurs progressives et migraines insupportables. Anna a confessé sous la torture, a été décapitée et seulement des siècles plus tard a été reconnue comme victime d'un procès manipulé par les autorités locales. Son cas montre comment les techniques médiévales ont survécu bien au-delà de leur époque. Un registre encore plus brutal se trouve dans les archives du tribunal de Francfort, où en 1561 est décrite la torture de Peter Stump, connu sous le nom de loup-garou de Bedbourg. Accusé de meurtres atroces, il a été soumis à des méthodes extrêmes avant son exécution. Déchirement avec des tenailles en fer, fractures contrôlées des bras et des jambes et application de feu sur des plaies ouvertes. Bien qu'une partie de sa notoriété provienne de pamphlets sensationnalistes, les documents judiciaires confirment la brutalité du supplice. Au-delà de sa culpabilité ou innocence, difficile à établir aujourd'hui, son cas montre comment la torture pouvait devenir un spectacle moralisateur pour la communauté. L'Inquisition espagnole a également laissé certains des registres les plus complets. En 1575, le tribunal de Tolède a documenté le cas de Maria de Casala, accusée d'alembradismo. Bien qu'elle provenait d'une famille respectée, elle a été torturée par suspension à l'aide de cordes. Le greffier a laissé une trace détaillée de la dislocation partielle de ses épaules et de l'interrogatoire ultérieur, au cours duquel Maria, en état de choc physique, niait et affirmait alternativement des aspects de sa foi.
La contradiction interne de son témoignage est devenue une partie de sa condamnation. Ce cas montre la sophistication des protocoles inquisitoriaux. Tout était enregistré, même ce qui aujourd'hui démontrerait l'invalidité de la procédure. L'un des témoignages les plus bouleversants est celui du juif allemand Mendel Pogorel, détenu en 1349 lors des pogroms accompagnant la peste noire. Accusé d'empoisonner des puits, une rumeur infondée qui s'est répandue sur tout le continent, il a été torturé avec des charbons appliqués sous les ongles et compression des doigts. Les archives indiquent qu'il a rapidement confessé, mais le lendemain il s'est rétracté, provoquant la reprise de la séance. Mendel est mort avant la fin de la deuxième torture et son corps a été exposé publiquement pour renforcer le récit de culpabilité. Ce cas illustre comment la torture fonctionnait également comme outil politique pour justifier les persécutions collectives. Un autre épisode sombre fut celui de Johann Reinke, exécuté en 1484 après un procès où 3 tortures consécutives furent appliquées: suspension, étireur et tour de compression. Ce qui est notable, c'est que le greffier a noté que Johann n'a jamais confessé. Son cas fut exceptionnel car même sans confession, il fut exécuté, ce qui suggère que les autorités utilisaient la torture non pas comme moyen de vérité, mais comme intimidation publique. Torture lors des procès de sorcellerie. Les procès pour sorcellerie ont représenté l'un des moments les plus sombres de l'histoire judiciaire européenne. Bien que la chasse aux sorcières ait atteint son apogée entre les XVe et les XVIIe siècles, ses méthodes, ses rituels et sa logique procédurale sont des héritages directs de la mentalité médiévale. Contrairement à la torture appliquée aux criminels ordinaires, la torture dans les procès de sorcellerie ne cherchait pas des informations vérifiables ni à éclaircir des crimes concrets. Elle visait à confirmer un récit déjà établi. L'accusé était coupable dès le moment où il était désigné. L'interrogatoire ne servait qu'à donner forme à l'histoire démoniaque que l'on s'attendait à entendre. Le point de départ de ces procès était la suspicion morale, non la preuve matérielle. L'identification d'une prétendue sorcière pouvait surgir de conflits de voisinage, de malheurs soudains, de maladies inexplicables, de famines ou de calamités naturelles. L'imaginaire médiéval associait les échecs des récoltes, la mort des animaux ou les épidémies de peste à l'intervention du démon. Et là où il y avait des démons, il devait y avoir une sorcière. Cette logique circulaire justifiait l'arrestation immédiate de femmes et parfois d'hommes, sans nécessité de preuves solides. Il suffisait de murmures, de rumeurs ou d'accusations faites sous pression. Une fois arrêté, l'accusé était soumis à un interrogatoire préliminaire, où l'on lui demandait d'expliquer son comportement, ses relations familiales et sa vie quotidienne. Les questions étaient tendancieuses. On recherchait tout indice pouvant la relier à des pratiques superstitieuses. Si elle hésitait, c'était un signe de culpabilité. Si elle répondait avec fermeté, c'était un signe qu'elle cachait quelque chose. L'interrogatoire était conçu pour qu'aucune réponse ne soit satisfaisante. L'accusé entrait dans un labyrinthe sans issue. Dans de nombreux tribunaux locaux, avant même de recourir à la torture physique, on appliquait la soi-disant torture de l'insomnie, une forme d'épuisement extrême qui affaiblissait la résistance mentale. Pendant des jours, l'accusée était obligée de rester réveillée, soutenue par des gardes qui la relevaient lorsqu'elle s'endormait. L'insomnie forcée produisait des hallucinations, de la confusion et une sensation de désespoir total. De nombreux aveux sont apparus à ces premières étapes, lorsque l'esprit ne pouvait plus distinguer la réalité de la fantaisie. Un des méthodes les plus symboliques était la recherche de la marque du diable. On croyait que le démon laissait une marque sur la peau de ses adeptes, un petit grain de beauté, une cicatrice ou une décoloration qui ne saignait pas lorsqu'on la perçait. Le bourreau utilisait de fines aiguilles pour perforer la peau de l'accusé en plusieurs points. Toute zone insensible, chose fréquente sur des callosités, des nerfs endommagés ou des taches de naissance, était interprétée comme une preuve définitive. L'examen était invasif, humiliant et douloureux, mais son objectif principal était de confirmer une narrative démonologique plutôt que de découvrir la vérité biologique du corps. Une autre procédure courante était la recherche du nœud de la sorcière. On examinait les cheveux de l'accusé à la recherche d'emmêlements ou de mèches collées entre elles. S'ils étaient trouvés, ils étaient interprétés comme des nœuds faits par le démon lors de rituels nocturnes. Les accusés vivant dans la pauvreté
et ayant donc moins accès à l'hygiène ou au peigne, étaient plus vulnérables à cette épreuve arbitraire. La torture commençait même avant le premier coup. Parmi les tourments les plus caractéristiques des procès de sorcellerie figurait la suspension par corde, particulièrement dans les tribunaux allemands. Les mains de l'accusé étaient attachées dans le dos et son corps était élevé à l'aide d'une corde jusqu'à provoquer une luxation partielle des épaules. De nombreux témoignages indiquent que pendant la suspension, les interrogateurs faisaient tourner le corps de l'accusé pour augmenter la douleur. Parfois, on ajoutait du poids à ses pieds, intensifiant la tension sur les articulations. Ce tourment était conçu pour briser la volonté de celles qui niaient tout lien avec la sorcellerie et était particulièrement dévastateur pour les personnes âgées. Une autre méthode fréquente était le supplice de l'eau, mais appliquée d'une manière spécifique, l'épreuve de l'eau froide. L'accusée était attachée et jetée dans un étang ou une rivière. Si elle flottait, c'était un signe de culpabilité, rejetée par l'eau bénie de la création. Si elle coulait, elle était innocente, bien qu'elle risquait de se noyer. Bien qu'officiellement il ne s'agissait pas de torture, mais d'une épreuve ordinaire, en pratique c'était une forme extrême de coercition et d'humiliation. Beaucoup survivaient seulement parce qu'elles étaient secourues avant de couler complètement. D'autres n'avaient pas cette chance. Lors des interrogatoires prolongés, on utilisait des instruments communs de la torture médiévale, mais adaptés aux crimes de sorcellerie. Le berceau de Judas, par exemple, servait à punir les pactes supposés charnels avec le démon. La presse des jambes comprimait lentement les membres inférieurs, provoquant des fractures progressives, et était appliquée aux accusés participant à des sabbats. Le chevalet était utilisé pour obtenir les noms de complices, car on croyait que les sorcières agissaient en groupe. La torture continuait jusqu'à ce que l'accusé livre un réseau démoniaque, incluant voisins, familles et même enfants. Les accusations forcées par la torture créaient des chaînes de procès interminables. Une confession arrachée sous la douleur devenait le fondement de nouvelles arrestations. Ainsi, des communautés entières pouvaient être dévastées par une seule accusation initiale. Dans de nombreux villages allemands et suisses, la torture lors des procès de sorcellerie prit une dimension massive. Des villages pouvaient perdre jusqu'à un tiers de leur population adulte, presque toujours des femmes. L'élément sexuel était toujours présent. On interrogeait les accusés sur des rencontres avec des démons, des rituels de fertilité, des unions charnelles avec des esprits nocturnes et des danses nues dans la forêt. Ces questions reflétaient plus l'imagination réprimée des inquisiteurs que la réalité des faits. La torture renforçait ces fantasmes. Sous la douleur, l'esprit pouvait être facilement modelé pour reproduire les récits démonologiques que les juges s'attendaient à entendre. Dans les tribunaux les plus stricts, une forme de torture psychologique connue sous le nom d'isolement silencieux était appliquée, où l'accusé restait des jours dans une cellule éclairée par une seule bougie, tandis qu'on lui répétait que ses enfants, son mari ou son village avaient déjà témoigné contre elle. Il n'était pas nécessaire que ce soit vrai, les faits émotionnels suffisaient à la désorienter et à la pousser à avouer. Inévitablement, la plupart de ces procès se terminaient par des exécutions publiques. Les bûchers, symbole par excellence de la chasse aux sorcières, ne détruisaient pas seulement le corps. Ils effaçaient la mémoire de l'accusé, annulant toute possibilité de réhabilitation. La torture préalable rendait le sacrifice final légitime pour la société, même si aucun crime réel n'avait jamais existé. Torture politique et châtiment des traîtres. La torture politique fut l'une des manifestations les plus impitoyables du pouvoir médiéval. Contrairement à la torture procédurale ou inquisitoriale qui visait, du moins en apparence, à éclaircir les crimes ou à sauver des âmes, la torture appliquée aux traîtres était destinée à préserver l'ordre social, à réaffirmer l'autorité du souverain et à envoyer un message clair aux ennemis internes et externes. Dans un monde où la stabilité d'un royaume pouvait dépendre d'alliances fragiles, de querelles dynastiques ou de conspirations de cour, la douleur est devenue un outil pour protéger l'équilibre politique. Les traîtres n'étaient pas seulement des criminels, ils étaient des menaces vivantes pour l'ensemble du système. La trahison occupait la place la plus élevée parmi les crimes médiévaux. Contrairement au meurtre, au vol ou à l'hérésie, la trahison représentait une attaque directe contre le souverain. Le crime n'était pas commis contre un individu, mais contre la couronne, le fief ou l'État. C'est pourquoi les tourments réservés à ces cas étaient plus sévères, symboliques et ritualisés.
Chaque geste, chaque instrument, chaque acte de douleur avait un but politique. Montrer que le souverain était le seul à détenir le pouvoir de vie et de mort. L'une des méthodes les plus caractéristiques utilisées contre les traîtres était le démembrement progressif. Ce n'était pas une punition improvisée, mais un processus soigneusement chorégraphié. On commençait par briser les os avec des maillets ou des barres métalliques en évitant que le prisonnier meure immédiatement. Ensuite, on procédait à la coupe des extrémités dans un ordre spécifique. D'abord les mains, puis les pieds et dans les cas les plus extrêmes, les bras et les jambes entières. Cette méthode reflétait l'idée que celui qui tentait de détruire l'ordre politique devait être détruit pièce par pièce. Les chroniques d'Angleterre, de France et du Saint-Empire mentionnent des cas où le prisonnier restait conscient pendant presque tout le processus, prolongé volontairement sous le regard des juges, des nobles et des soldats. Une autre forme de torture politique, notamment en France et en Espagne, était l'attelage et l'écartèlement par chevaux. On attachait les extrémités du condamné à 4 chevaux situés dans des directions opposées. L'exécution commençait lentement, les chevaux avançant pas à pas jusqu'à tendre le corps du prisonnier. Les bourreaux contrôlaient le processus pour éviter une mort soudaine, frappant les animaux pour qu'ils tirent à des moments alternés. Le spectacle était public et brutal, conçu pour rappeler aux nobles rebelles le destin qui attendait ceux qui défieraient le souverain. Cette méthode était presque exclusivement réservée aux conspirateurs de haut rang, précisément parce que son effet symbolique était plus fort. Les châtiments politiques comprenaient également des méthodes destinées à attaquer l'identité du traître. Le marquage au fer rouge, souvent sur le front ou la joue, transformait le prisonnier en symbole vivant de sa trahison avant l'exécution finale. Dans certains fiefs allemands, les traîtres étaient obligés de confesser publiquement pendant qu'on leur déchirait la langue ou les lèvres, car on considérait qu'ils avaient utilisé la parole comme arme. La mutilation avait un sens moral. Celui qui avait parlé contre le souverain perdait le droit de parler pour toujours. Dans les royaumes du sud de l'Europe, comme l'Aragon ou le Portugal, existait une méthode particulièrement redoutée, la torture du bûcher lent. Contrairement à l'exécution rapide par le feu utilisé pour l'hérésie dans le bûcher politique, des braises étaient placées sous une plateforme métallique où le traître restait attaché, face vers le haut ou vers le bas. Il ne s'agissait pas de le brûler vif immédiatement. Le but était de chauffer le métal progressivement, amplifiant la douleur sur plusieurs heures. Ce type de supplice était utilisé contre des fonctionnaires corrompus, des espions étrangers ou des nobles ayant conspiré avec des puissances rivales. Sa durée et son caractère public en faisaient un avertissement redoutable. Les accusés d'espionnage étaient traités avec une sévérité particulière. L'espionnage était considéré comme une forme de trahison silencieuse, une menace invisible. Ainsi, les interrogatoires recouraient à des méthodes destinées à obtenir des informations stratégiques avant l'exécution. Parmi les plus utilisées se trouvait la compression crânienne, où des vis métalliques entourèrent la tête du prisonnier et appliquaient une pression progressive. Cette méthode permettait de garder l'accusé conscient tout en augmentant la douleur. Les scribes enregistraient chaque réponse car les informations extraites pouvaient influencer les décisions militaires. Dans les États italiens de la Renaissance, où les intrigues politiques étaient constantes, des méthodes de torture particulièrement raffinées étaient employées. Le strappado italien, une variante de la suspension par corde, était une technique privilégiée pour obtenir les noms des conspirateurs. Le prisonnier était soulevé avec les mains attachées dans le dos, mais au lieu de le laisser tomber brusquement, on lui infligeait des tirages précis pendant l'interrogatoire. L'objectif était d'induire une douleur extrême sans luxer les épaules dès la première chute, permettant ainsi plusieurs séances. Certaines villes, comme Florence, possédaient des chambres cachées dans les palais gouvernementaux spécifiquement pour cette procédure. Les traîtres nobles pouvaient recevoir des châtiments élaborés destinés à transformer leur mort en acte théâtral. En Angleterre, par exemple, les condamnés pour haute trahison étaient pendus, traînés et écartelés, un processus divisé en étapes. D'abord traînés dans la ville attachés à un traîneau, ensuite pendus jusqu'à presque mourir, puis éventrés en public, et enfin le corps était découpé en morceaux et envoyé dans différentes régions du royaume. Chaque partie du processus portait un message. Le traînage montrait leur chute de l'honneur, la pendaison indiquait la punition pour leurs crimes, l'écartèlement symbolisait la destruction totale de l'ennemi du roi.
Même dans les régions où la torture était plus réglementée, comme certaines villes du Saint-Empire, les accusés de trahison pouvaient être soumis à des conditions extrêmes sans protocole préalable. Les châtiments incluaient l'écrasement des côtes, la rupture contrôlée des genoux ou l'utilisation de cages suspendues, où le prisonnier était enfermé dans des structures de fer suspendues au-dessus de murailles ou de places. Il y restait jusqu'à mourir de faim, de soif ou d'exposition, tandis que son corps se décomposait sous les yeux de tous. Ces cages n'étaient pas seulement des méthodes de punition, elles étaient des messages architecturaux intégrés au paysage urbain. La torture politique se distinguait par sa dimension performative. Elle n'était pas appliquée uniquement pour obtenir des informations, mais pour communiquer le pouvoir. C'était un outil théâtral, un acte public où la douleur du prisonnier devenait un discours politique. Dans de nombreux cas, les condamnés étaient obligés de défiler dans les rues avant le supplice final, portant des objets symboliques ou des panneaux déclarant leurs crimes. La procession transformait le corps du traître en un texte vivant que les autorités voulaient que tous lisent. Cependant, tous les châtiments n'étaient pas publics. Certains interrogatoires se déroulaient dans des chambres cachées, surtout lorsque l'accusé appartenait à la noblesse ou possédait des informations sensibles. Dans ces cas, des méthodes silencieuses étaient appliquées. Compression musculaire, privation sensorielle, coups ciblés ne laissant pas de marques visibles. La discrétion politique exigeait des tortures ne générant ni scandale international, ni conflit diplomatique. Instruments de torture portables et de terrain. La torture n'était pas exclusive aux chambres souterraines, aux prisons urbaines ou aux tribunaux inquisitoriaux. Dans les vastes territoires médiévaux, où les armées se déplaçaient pendant des mois et où les frontières étaient des scènes permanentes de conflits, est apparue une catégorie distincte de supplices, la torture portable ou de campagne. C'était un système pratique, adaptable et brutal, conçu pour obtenir des informations immédiates ou punir les infractions au sein de l'armée elle-même. Sans château ni donjon à disposition, les capitaines, officiers et commandants ont développé des méthodes légères, faciles à transporter et capables de briser la résistance du prisonnier en quelques minutes. La torture portable répondait à des besoins tactiques. En bataille ou en campagne, l'information était vitale. Routes secrètes, positions ennemies, ravitaillement, nombre de troupes, gardes nocturnes. Les espions capturés étaient interrogés rapidement, souvent avant la tombée de la nuit. La mobilité de l'armée empêchait de monter des structures complexes, donc les instruments devaient être simples, résistants et réutilisables. Le champ de bataille imposait un rythme que la torture urbaine n'avait pas. Chaque minute perdue pouvait signifier une embuscade, une défaite ou la perte d'une forteresse stratégique. Un des instruments les plus utilisés en campagne était le crochet de fer, un outil qui tenait facilement dans une sacoche. Ce crochet, aiguisé à une extrémité et courbé à l'autre, servait à déchirer, soulever ou forcer les positions du corps. Sa simplicité le rendait extrêmement polyvalent. Il pouvait s'accrocher aux muscles du torse, aux aisselles ou sur le côté du prisonnier pour induire une douleur immédiate. Contrairement aux crochets utilisés dans les chambres officielles, ceux de campagne étaient plus rustiques, fabriqués par des forgerons militaires en quelques heures. Leur efficacité résidait dans l'utilisation improvisée, entre les mains de soldats habitués à infliger des dommages en combat. Un autre instrument courant était les cordes tressées, renforcées par des nœuds durcis à la résine. Ces cordes étaient utilisées pour réaliser des liens qui comprimaient progressivement les nerfs et les articulations. Le prisonnier était attaché à un poteau improvisé ou aux racines d'un arbre et les soldats tiraient sur la corde, augmentant la pression progressivement. L'avantage de cette technique était sa portabilité absolue. Une simple corde pouvait se transformer en chevalet, tour de compression ou dispositif pour suspendre brièvement le prisonnier. Les nœuds durcis ajoutaient un effet abrasif qui déchirait la peau à chaque millimètre de tension. Le pieu aiguisé était une autre ressource fréquente. Il ne s'agissait pas de l'empalement, une méthode utilisée de manière exceptionnelle et associée à des châtiments spectaculaires, mais d'une technique plus rapide et moins fatale. Le pieu servait à presser les muscles sensibles, comme la partie interne du bras ou la zone du diaphragme. Bien placé, il pouvait provoquer une douleur lancinante qui affaiblissait la résistance du prisonnier sans compromettre sa vie. Les officiers savaient qu'une pression excessive pouvait tuer, donc ils préféraient calibrer la douleur pour obtenir des informations utiles. L'habileté consistait à maintenir le prisonnier conscient et capable de répondre.
Dans les campagnes prolongées, des méthodes exploitant l'environnement naturel sont apparues. La torture par le froid, par exemple, consistait à dénuder partiellement le prisonnier et à l'exposer à des températures glaciales, surtout pendant les nuits d'hiver. Dans les montagnes alpines ou les régions du Nord, il suffisait de plonger les pieds du prisonnier dans l'eau glacée pour provoquer de sévères crampes. Ce type de supplice nécessitait peu d'équipement et était particulièrement efficace pour briser la résistance d'espions ou de déserteurs capturés. Sa brutalité résidait dans le fait qu'il semblait un châtiment naturel, alors qu'il était en réalité totalement délibéré. Dans les régions arides ou désertiques, on employait la torture par la soif, une méthode simple mais dévastatrice. Le prisonnier était exposé au soleil, les mains liées et la bouche partiellement couverte, limitant l'ingestion d'eau pendant des heures, voire des jours. La déshydratation modérée générait une vulnérabilité psychologique extrême. Vision floue, confusion, tremblements et désir désespéré de soulagement. Les capitaines savaient qu'un prisonnier déshydraté confessait plus vite et sans avoir recours à des méthodes plus violentes. La torture portable incluait également des instruments spécialisés comme les tours manuelles, petits dispositifs métalliques placés sur les doigts, les oreilles ou les articulations mineures. En tournant la manivelle, le tour comprimait os et cartilage. C'étaient des instruments silencieux et précis, idéaux pour les interrogatoires nocturnes nécessitant discrétion. Leur taille permettait d'en transporter plusieurs dans un petit sac, et leur application pouvait s'alterner pour prolonger la session sans causer de blessures irréversibles. Les armées utilisaient également la torture sonore, une technique psychologique qui ne nécessitait pas d'outils métalliques. Dans les camps, les prisonniers étaient attachés près des zones où les soldats produisaient des sons répétitifs. Coups rythmiques contre les boucliers, grincements provoqués en frottant le fer contre le fer, ou même cris simulés d'autres prisonniers. L'exposition prolongée à des bruits stridents générait de l'anxiété et perturbait le sommeil, affaiblissant l'esprit du détenu. Cette méthode était particulièrement utile lorsqu'il fallait briser moralement un prisonnier sans laisser de marques visibles. Lors de campagnes maritimes, la torture adoptait des formes adaptées aux navires et aux forteresses côtières. L'immersion contrôlée, par exemple, consistait à immerger le prisonnier dans de l'eau salée en le tenant avec des cordes depuis le côté du bateau. Il était élevé et immergé à plusieurs reprises, suffisamment pour provoquer une asphyxie partielle sans le tuer. L'eau salée aggravait les blessures et irritait les yeux, rendant même les blessures mineures insupportables. Dans les navires où l'espace était limité, cette méthode est devenue l'un des tourments les plus utilisés. Un autre instrument courant dans les armées et les expéditions était le joug portable, une structure en bois légère permettant d'immobiliser les mains et le cou. Bien qu'il ait l'apparence d'un instrument disciplinaire, il pouvait être utilisé pour appliquer des coups ciblés, forcer des postures douloureuses ou soumettre le prisonnier à de longues périodes d'exposition. Son utilisation était fréquente pour punir les soldats qui désobéissaient aux ordres ou se rendaient sans autorisation. La torture militaire avait ainsi un double objectif, obtenir des informations des ennemis et maintenir l'ordre interne. Lors de campagnes prolongées, les commandants utilisaient également des sacs en cuir remplis de braises, une méthode rapide et silencieuse. De petites braises étaient introduites dans un sac en cuir qui était ensuite appliqué sur la peau nue du prisonnier. Le cuir concentrait la chaleur, produisant des brûlures contrôlées sans avoir besoin d'allumer un feu visible. Cette méthode était idéale pour des interrogatoires discrets, surtout la nuit ou dans des territoires hostiles où le feu pouvait trahir la position du camp. La torture portable était également utilisée pour compenser l'absence de cachot permanent. Dans des villages isolés, les soldats improvisaient des chambres temporaires dans des étables, des caves ou des maisons abandonnées. Ces espaces devenaient des lieux de tourment improvisés. Poteaux pour la suspension, bancs pour les liens, poutres pour élever le corps du prisonnier. L'architecture temporaire ne diminuait pas la cruauté. Au contraire, l'absence de règles formelles donnait aux soldats plus de liberté pour adapter l'espace selon leurs besoins. Cependant, au-delà des instruments spécifiques, ce qui définissait la torture de campagne était sa fonction immédiate. Il n'y avait pas de scribe enregistrant chaque étape, ni de juge supervisant les limites. En guerre, la ligne entre interrogatoire et punition s'effaçait. Les soldats agissaient sous pression, avec urgence et souvent avec une brutalité qui dépassait même les standards médiévaux. La rapidité était la règle.
extraire des informations avant que l'ennemi n'organise une contre-attaque, avant que le prisonnier ne meure, avant que la nuit ne tombe sur le camp.